Donc, on a besoin principalement parce qu'il s'agit d'un droit humain fondamental, comme vous le savez bien. C'est inscrit dans plusieurs conventions internationales, conventions des droits de l'homme, mais aussi dans la constitution du BIT, de la OIT. Donc, pour nous, c'est très important qu'on ancre le système de protection sociale dans la loi. C'est aussi le mécanisme, la politique publique, je dirais, la plus efficace quand il s'agit de réduire la pauvreté et aussi réduire les inégalités. En tant que fournisseur de prestations sociales, c'est aussi un facteur positif pour stimuler la croissance, pour assurer aussi ou contribuer à la sécurité des revenus des personnes. C'est un facteur clé aussi pour promouvoir le capital humain. Et finalement, quand on met tout ça ensemble, on voit qu'on peut faire beaucoup avec la protection sociale pour la justice sociale. Donc, c'est pour tout ça qu'on a besoin de protection sociale. L'objectif final de la protection sociale, c'est d'aller vers la couverture sociale universelle, la protection sociale universelle, c'est-à-dire que tout le monde reçoit de la protection sociale. Mais il faut faire attention parce que quand on parle de la protection sociale universelle, on ne dit pas que tout le monde doit recevoir la même chose. Ici, on parle d'une vision systémique. On parle d'un système de protection sociale. Un système de protection sociale qui donne l'accès à tout le monde à des différents mécanismes de protection sociale, qui soient équitables et qui soient aussi accessibles tout le long de la vie. Quand on parle des enfants, quand on est gamin, aussi quand on est dans l'âge de travailler, quand on arrive à être une personne âgée. Et aussi quand on parle de santé. Donc c'est très important qu'on ait le FATMA aussi. La protection sociale, il s'agit des transferts sociaux. On verra dans les prochains slides qu'on a plusieurs mécanismes qu'on peut trouver dans des systèmes de protection sociale. Mais je pense que c'est très important qu'on se rappelle une chose. On ne le voit pas dans l'écran, mais on a tous besoin de protection sociale. Moi, ça fait 7 ans que je travaille aux Caraïbes. Et je constate que la protection sociale est toujours réduite aux personnes pauvres, aux personnes vulnérables. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, peut-être que c'est la priorité, mais je pense que beaucoup d'entre nous ici, on n'est pas pauvres, mais on a besoin de protection sociale. Donc c'est important qu'on garde ça en tête parce que j'ai vu plusieurs lois, plusieurs système de protection sociale qui commence par dire cette loi crée un système de protection sociale pour les pauvres vulnérables. Donc comme ça, on laisse une partie très importante et on verra pourquoi après. Donc on a tous besoin de protection sociale. Et ça nous amène à dire que la protection sociale, c'est une nécessité sociale, économique et politique. À travers des prestations sociales, on peut augmenter le niveau de vie des gens, de tout le monde, des riches, des pauvres, de tout le monde. Il faut le faire bien, c'est la seule chose qu'il faut faire. On peut agir sur des groupes clés, les enfants, les personnes âgées. On a parlé hier des travailleurs migrants, on peut parler aussi des personnes handicapées. Donc, c'est le mécanisme, moi je l'ai dit avant, aussi que à travers de créons ou stimulant le capital humain, on peut avoir des personnes qui sont plus qualifiées, on peut avoir des personnes qui sont plus productives, qui peuvent contribuer mieux au marché du travail, aux entreprises, même créer des entreprises. Donc finalement, ça a un impact aussi sur le secteur économique, la croissance économique. On peut dire que c'est aussi un stabilisateur automatique ou quasi-automatique. On l'a vu, je pense, dans plusieurs pays d'Europe, les systèmes qui, après la crise, les crises, je dirais,
pas seulement la Covid, mais avant aussi, crise financière, etc., que les pays qui ont des systèmes de protection sociale assez complets, assez solides, ils ont pu en fait prendre la reprise beaucoup plus vite et agir beaucoup plus vite pour protéger à ceux qui ont été affectés par les crises. Et finalement, quand on fait la politique de protection sociale bien, il y a aussi un capital politique pour les politiciens. Moi, je travaillais pas mal d'années aussi en Afrique et je constatais comment les manifestos des candidats, ils ont changé pendant le temps et la protection sociale a pris, je dirais, une partie fondamentale. Et les gens commencent à comprendre. Et ça aussi, c'est grâce au travail de la société civile, grâce au travail des travailleurs, des mouvements de travailleurs qui ont fait comprendre que la protection sociale, c'est juste pour faire mieux pour tout le monde. Donc, si les politiciens, ils le font bien, finalement, c'est bien pour eux aussi. On a pas mal d'expériences dans les deux côtés, le faire bien et le faire mal, particulièrement de l'Amérique latine d'où je viens. Et c'est pour ça qu'il faut le bien faire. On peut réfléchir à un système de protection sociale comme un écosystème. Et il faut le voir comme ça. Donc un écosystème, c'est un système dont on a plusieurs petits animaux, des êtres vivants, que s'il y a un qui ne marche pas, peut-être tout l'écosystème est en danger. Si on regarde seulement une partie de ce système, on rate l'approche. Donc l'approche systématique, c'est ça que je veux montrer ici. Donc la protection sociale, on parle de régime contributif, normalement ce qu'on appelle de l'assurance sociale, les assurances sociales. On parle aussi des systèmes non contributifs, l'assistance sociale. Et on ajoute à ça les interventions sur le marché du travail, ce qu'on appelle les politiques actives du marché du travail. Parce qu'on veut faire un lien entre les contributifs et les non contributifs. Donc, on a besoin de non contributifs parce qu'il y a des gens qui ont besoin, les pauvres et les vulnérables, d'assistance sociale. Mais en même temps, on veut que ces gens transitent vers les formels, vers les régimes contributifs. Et c'est là où les interventions sur le marché du travail sont fondamentales, quand on travaille sur la formation professionnelle, sur l'éducation financière, sur l'entrepreneuriat, sur les services d'emploi public, etc., etc. Ça va nous aider à transiter, à passer de le non contributif vers le régime contributif. Et on constate aussi que, dans des pays où les lacunes de couverture de la protection sociale sont très élevées, on constate, malheureusement on ne le voit pas bien ici, mais sur l'axe horizontal, à gauche, sont ceux qui ont de faibles revenus, et à droite, on a ceux qui ont des revenus plus élevés. Et on voit qu'il n'y a pas de système de protection sociale. Il y a des régimes, il y a des programmes de protection sociale qui couvrent les plus pauvres, les plus vulnérables, et d'autres qui couvrent le secteur formel. Et au milieu, il y a toute une classe de gens, une catégorie de gens qui ne sont pas couverts. Donc on les appelle le missing middle en anglais, je ne sais pas bien comment on dit ça en français, mais l'idée c'est d'aller vers, tu peux aller dans la prochaine, d'aller vers un régime, encore on ne le voit pas, dans un système de protection sociale qui garantit au minimum l'accès. En avant s'il te plaît? Non, avant. Encore? Voilà. On veut aller vers un système de protection sociale qui, au moins, elle peut garantir une sécurité de revenus pour les enfants, pour les personnes en âge de travailler, pour les personnes âgées, et en même temps, l'accès aux soins de santé essentiels. Et c'est ça que peut-être vous avez entendu, qu'on parle de socle de protection sociale. Le socle de protection sociale. C'est, comme je l'ai dit avant, il faut que ce socle de protection sociale soit ancré sur les droits. Et en même temps, on est conscient que ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Donc,
c'est important qu'on planifie comment on veut aller pour atteindre ces socles de protection sociale et en même temps qu'on identifie comment on va financer, qui va financer ces socles de protection sociale. C'est ça qu'on parle de la recommandation 202 du BIT, de l'OIT. C'est ça la stratégie que nous, en OIT, on propose pour travailler. Parce que quand on dit, en anglais ça marche un peu mieux, mais je vais essayer de le faire en français aussi, parce qu'en anglais on l'appelle floor. Et j'ai toujours dit, qui veut habiter dans une maison qu'il n'y a qu'un socle? Je pense que personne ne veut habiter dans un socle. Moi, je veux habiter dans une maison qu'il y a des murs, qu'il y a les toits, qu'il y a des fenêtres, des lots, etc. Donc, il ne faut pas que le système de protection sociale s'arrête au niveau des socles de protection sociale. Il faut que, dans la mesure du possible, il travaille sur la dimension qu'on appelle la dimension verticale, c'est-à-dire avoir l'accès à des prestations plus élevées que le socle de protection sociale. Le socle de protection sociale, c'est un niveau minimum que chaque pays doit définir. Ce n'est pas l'OIT qui va dire quel est le socle. Non, ça dépend des conditions nationales, etc. Mais on travaille pour faire les assurances sociales, le 10e pilier qu'on voit dans cette échelle de la couverture, on dirait, qui soit le plus large possible. Et que ceux qui sont dans le socle ne passent pas toute sa vie dans le socle. Que ces gens peuvent avancer et aller vers d'autres niveaux. Et finalement, on a un troisième niveau que c'est l'assurance facultative. Dans certains pays en Europe, c'est normalement, même aux Caraïbes, dans certains pays, c'est obligatoire, mais c'est plutôt des régimes occupationnels. Donc, ça vient un peu avec le développement. Donc, on travaille sur 2 axes, et c'est ça la stratégie bidimensionnelle de BIT, de l'OIT, qu'on dit sur l'axe horizontal, on veut que tout le monde ait l'accès à la protection sociale sur des différents mécanismes qu'on a vus avant, mais en même temps qu'on travaille sur l'axe horizontal des meilleures prestations et qu'on couvre plus de gens. C'est ça que le rôle de l'OFATMA, le rôle de l'ONA est fondamental. Et cette approche pour l'Haïti a été retenue dans la politique nationale de protection et de promotion sociale. On a travaillé beaucoup, nous, au niveau de l'OIT, on a appuyé pas mal des interventions pour avoir cette approche dans la politique nationale de protection et de promotion sociale. Donc, si vous voyez les différents axes de la politique nationale, ils reprennent ces idées. Donc, c'est très bien. Et justement, on a des projets, des partenaires techniques et financiers qui appuient ça. Donc, la Banque mondiale, avec le PAM, ils sont en train de travailler pas mal sur les socles, sur les filets sociaux. Il y a un projet de 75 millions de dollars qui travaille sur les filets sociaux. Nous, au niveau de BIT, on commence à travailler sur un projet que appuie l'ONA, le FATMA et le ministère des Affaires sociales et du Travail sur les volets contributifs et aussi un peu sur la coordination. Parce que, comme je vous ai montré avant, dans cet écosystème, c'est important que ces petites, on dirait, composants, ils se parlent, ils se coordonnent. Parce que sinon, on fait des systèmes qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas efficients. Donc, on dépense beaucoup d'argent, on fait la duplication des bénéfices, etc. Et ça ne nous aide pas. Alors, pour aller vers ça, on a certains critères minimums on le rencontre dans, bien sûr, comme je vous ai dit, la recommandation 202, mais aussi dans la convention 102 de l'OIT. Et ça, la convention 102, c'est très important pour nous. C'est des années 50, mais ça a été révisé, ça fait 2 décennies, je pense, et tous les mandats de BIT, ils se sont mis d'accord pour dire que c'est encore valable. Et heureusement qu'on l'a, parce qu'il nous a permis, quand on a vu les réponses à la Covid, il nous a permis de dire, attention, il faut aider, mais pas n'importe comment. Donc, il faut suivre ce que la Convention 102 nous dit. Et là, la Convention 102, il couvre les 9 branches de la sécurité sociale, qu'on la voit.
Et ça sont des systèmes complets de protection sociale. On n'a pas toutes ces prestations ici en Haïti. Dans plusieurs pays, on ne l'a pas. Donc, on verra après qu'il faut travailler pour élargir ce qu'on appelle les champs d'application matériels, c'est-à-dire les types de prestations qu'on donne, que les systèmes de protection sociale offrent aux urgents. Les objectifs minimums, le benchmark que la Convention 102 nous dit, c'est le pourcentage de la population qui doit être couverte. C'est aussi en lien avec le niveau de prestations minimales. Par exemple, c'est-à-dire que le régime, les pensions de retraite doit remplacer 40% des revenus de la personne quand on était en activité. Juste un exemple. Quelles sont les conditions pour l'ouverture des droits? Et finalement, la durée des prestations. Donc, pour chaque de ces 9 branches, on a des critères. Et quand on fait l'analyse ou quand on fait l'appui aux institutions de sécurité sociale, on regarde si en fait les régimes sont alignés avec ça. Et s'ils ne sont pas, on fait des recommandations pour des réformes qui permettent au système de protection sociale d'être aligné avec ces conventions minimum. Bien entendu, c'est des minimums, comme on dit là-bas. Donc il y a des régimes qui sont beaucoup plus généraux. Ça, il n'y a aucun problème. On a même des conventions de sécurité sociale qui sont plus élevées pour des différentes branches au niveau de la OIT. Donc, c'est à chaque pays de voir. Il nous parle aussi de flexibilité des régimes, et c'est ça que je vous ai parlé, des écosystèmes. Voilà. Donc, on ne dit pas qu'il faut faire de cette façon, ou cet régime, ou cet mécanisme de financement. On devient un peu plus technique, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs mécanismes qu'on peut utiliser, des contributifs, des non-contributifs, des régimes qui sont basés sur financés par des impôts, etc. Donc, c'est flexible. Ça permet plusieurs approches. Et je pense que c'est fondamental les principes convention là-bas. Et il y en a un qui est particulièrement important pour les travailleurs. Parce que le principe, il nous parle des prestations de garantie définies. Encore, on vient un peu plus technique, mais d'une façon très simple, vous pouvez le voir dans l'opposé. Des prestations indéfinies, c'est-à-dire vous ne savez pas à l'avance quelle sera votre pension, quelle sera votre prestation de santé, etc. Par contre, ce que dit la Convention 102, c'est que dans les lois, dans les réglementations, il doit être clair quelle sera la prestation que vous allez recevoir. La participation des travailleurs et des employeurs dans l'administration des régimes, ça c'est fondamental. Et on a discuté hier, avant-hier, j'ai discuté avec le directeur général de l'ONA, on va discuter aussi avec le directeur général de l'OFATMA. Vous savez, ici en Haïti, il y a un conseil d'administration des organismes de sécurité sociale qu'on appelle la CAOS, mais quand on va, par exemple, à l'ONA, il n'y a pas un conseil d'administration. Je pense que dans l'OFATMA, il n'y a pas un conseil d'administration. Et normalement, dans la plupart des pays où on a des organismes de sécurité sociale, on trouve un conseil d'administration avec une représentation tripartite. Et dans certains pays, la bonne pratique, c'est l'Uruguay, par exemple, il y a un représentant de bénéficiaires qui siège aussi au niveau du conseil d'administration et est élu parmi tous ceux qui sont bénéficiaires du système de la sécurité sociale. Et aussi la Convention 102 nous parle de la pérennité financière. Donc il faut faire des études actuarielles régulières pour savoir si les régimes de protection sociale sont viables d'une façon financière, d'un point de vue financier. Donc s'ils ne le sont pas, on fait des recommandations pour dire qu'il faut, normalement il s'agit d'un régime. C'est une assurance. Un régime d'assurance sociale, c'est une assurance finalement. Donc on a des revenus, on a des dépenses. Voilà. Il faut faire des réformes pour, d'un côté, augmenter les revenus, d'un autre côté, réduire les dépenses. Donc les réformes, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, quoi faire et comment le faire, c'est compliqué. Mais à la base, l'équilibre entre revenus et dépenses, c'est ça qui doit être garanti dans la durée. Et normalement, ça, on le fait sur des projections sur 50 ans, 60 ans, parce qu'ils comprennent des différents cycles de vie. Donc, pour
Voilà, donc moi je rentre dans les deux dernières diapositives qui, je pense que c'est important pour la feuille de route. Et pour aller vers la protection sociale universelle, et cette approche systémique qui est basée sur le droit, qui est d'accord avec la Convention 102, qui a des financements, qui a une implémentation d'une façon progressive, il doit au moins agir sur 3 volets. Sur un volet, qui c'est bien entendu les cadres juridiques, donc il y a des barrières légales. On doit faire un cadre juridique à jour. On doit travailler dans le même cadre juridique sur permettre l'accès aux travailleurs informels à la protection sociale. On doit élargir les champs d'application matériels que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de branches qu'on couvre, mais aussi les personnes, les champs d'application personnels. Et là, certaines catégories de travailleurs que peut-être ne sont pas couverts, il faut les couvrir. Et ça, il faut que ce soit dans la loi. Peut-être que quand je parle de la loi, je pense que la loi, c'est l'objectif final. Ce n'est pas dire qu'il faut le faire tout de suite. Je pense que la politique, c'est clair en ça. La politique, il nous donne, politique nationale de protection sociale, je veux dire, il nous donne une vision de protection sociale, une vision à l'avenir. Quel type de protection sociale on veut? Mais après, ce qu'on est en train de faire maintenant, le ministère est en train de faire. Et nous, nous appuyons ça, c'est un plan d'action. C'est-à-dire, on sait où on est, on sait où on veut aller. Alors, comment on arrive? Et c'est ça que le plan d'action nous permet progressivement d'y aller vers cet objectif. Et le cadre légal, le cadre juridique de la protection sociale doit être ça. Doit avoir l'objectif ultime du système de protection sociale pour tous. Après, il doit aussi être assez flexible pour permettre au ministère de tutelle, au ministère du Travail, dans une logique de dialogue social et des accords, pour mettre en place ce qui est dans la loi. Parce que ce qui est dans la loi peut-être n'est pas possible de faire immédiatement maintenant. Mais il faut que ce soit ancré sur le droit, il faut que ce soit dans la loi. Il faut aussi travailler avec l'harmonisation, avec les droits de travail. On sait que le principal, je dirais, input de la sécurité sociale, c'est le marché du travail. Donc, il faut que le droit de travail soit aussi en harmonie avec la